Fidèles téléspectateurs de la télévision Burkina Info, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à chacun et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui déroule ce jour le tapis rouge, on le dira ainsi, au professeur Abdoulaye Soma, président de la conférence des présidents de l'ONA, l'opposition non alignée, on le dira ainsi tout à l'heure. Et avec lui, nous allons revenir sur les assises nationales qui viennent de se tenir au Burkina Faso, sa participation, les principales recommandations qui ont été obtenues, mais les réformes aussi pour le Burkina Faso pour les années à venir. Professeur Abdoulaye Soma, bonsoir. Bonsoir. Alors, la question banale qu'on pose à tout le monde, comment vous allez-vous santé côté famille? Par la grâce de Dieu et la main des ancêtres, ça se passe bien. Il y a la santé, il y a la paix, donc nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Dieu, les mains des ancêtres, vous êtes à cheval entre les deux ou quoi? Non, je ne suis pas à cheval entre les deux, je suis avec les deux. Dieu, pour moi, ça va de soi. On a un créateur, il est tout puissant. Je négocie ma vie avec lui. Je négocie ma survie avec lui. Je négocie la vie d'ici-bas et aussi la vie de l'au-delà avec lui. Les ancêtres, c'est ce qui nous définit en tant qu'hommes. Nous avons une lignée de laquelle nous provenons. Et ce que nous sommes, ce que nous pouvons être, est parfois déterminé par notre lignée ancestrale. Donc on ne peut pas ne pas avoir des égards, ne pas avoir des foi, des confiances, des honneurs par rapport à cette lignée. Et peut-être que ce n'est pas très connu, mais dans mon village, à Banfora, je suis de la famille de chefs de terre. Donc à ce niveau, vous pouvez imaginer tout l'attachement que j'ai avec le terroir, que j'ai avec cette conception, cette confiance, cette foi, cette croyance aux ancêtres. Alors donc clairement pour vous, la journée du 15 mai est la bienvenue, la célébration des coutumes et des traditions au Burkina Faso. Je pense que du point de vue de la symbolique politique, c'est une journée qui est extrêmement importante, mais il est tout à fait évident que pour ceux qui connaissent ce domaine, il peut arriver que chacun dans sa famille, dans son village ou dans sa tribu, dans son clan, en tout cas selon ses coutumes, il a des jours précis et des moments précis d'invocation ou de sollicitation de ses ancêtres. Donc une journée fixe peut avoir cette symbolique politique qui est extrêmement importante, mais chacun, ce jour-là, si ça ne coïncide pas avec le jour où vous devez faire les choses traditionnelles, évidemment, vous allez seulement observer la symbolique sans entrer au fond. Il y en a qui voient en cela, à la journée du 15 mai, une opportunité de revanche des religions traditionnelles sur les religions révélées. Est-ce que c'est peut-être là le côté un peu vilain de la chose au niveau de l'opinion? Non, je pense qu'il y a méprise, c'est-à-dire qu'on se trompe un peu. Parce que les ancêtres ne sont pas en concurrence avec Dieu. Nos ancêtres tels qu'on les vénère, tels qu'on les invoque, sont aussi des enfants de Dieu, ce sont des fils de Dieu. Et ils ont été créés par Dieu. Et honorer les ancêtres, ce n'est pas nier Dieu. Honorer les ancêtres, c'est être humble, de reconnaître que Dieu vous a mis dans une lignée d'hommes d'honneur et que dans cette lignée, il y a des hommes d'honneur auxquels il faut être fier d'appartenir. Mais vous mettez où en ce moment la question de la religion traditionnelle? Non, la religion traditionnelle, c'est celle exactement que je suis en train d'expliquer. La religion traditionnelle n'est pas une négation de Dieu. La religion traditionnelle, c'est une foi, c'est une croyance dans des liaisons, dans des relations avec les ancêtres. Et comme je le disais, ces ancêtres sont des êtres humains et les êtres humains ont été créés par Dieu. Donc, il y a Dieu en haut, il y a les ancêtres en bas, parce qu'ils nous ont dévancés, ils sont plus anciens que nous, ils sont plus proches que nous, puisqu'ils sont maintenant des esprits. Et en ce moment, quand on a cette organisation des choses, cette vision des choses, on ne se trompe pas, il n'y a pas de négation, il n'y a pas de conflit entre la religion des ancêtres, si on veut, les religions qu'on connaît, l'islam, je suis musulman, et le christianisme, autres religions, avec ce service des ancêtres
qu'on rend aux ancêtres, mais que parfois aussi on demande aux ancêtres de nous rendre. Est-ce qu'on peut aller au-delà de la symbolique, ou il faut aller au-delà de la symbolique en mettant en avant l'apprentissage de notre culture, l'éducation sur notre culture, pour que les enfants puissent connaître vraiment leur généalogie et tout ce qui se rapporte aux ancêtres et aux traditions? Moi, j'ai la conviction fermement établie que si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne pouvez pas savoir où vous êtes et où vous partez. Donc c'est un premier pas qu'est-ce qui est possible pour vous? Donc c'est un premier pas important de gagner avec notamment la symbolique du 15 mai. Oui, je pense que le 15 mai a aussi ce symbole de rappeler à nos consciences collectives que nous venons de quelque part. Nous avons des traditions, nous avons des coutumes auxquelles il ne faut pas avoir honte. Nous avons des ancêtres desquels il ne faut pas avoir honte. Et avec ces ancêtres, nous pouvons établir des relations de fierté, des relations de service, des relations de prise de conscience de nous-mêmes, attirant notre conscience sur la nécessité de nous connaître. Parce que ce que je déplore, c'est qu'aujourd'hui, nous avons abandonné beaucoup de nos référents ancestraux, beaucoup de nos paradigmes traditionnels, beaucoup de nos coutumes. Et ça fait que nous avons été déconnectés de nos racines et nous n'avons pas pu nous reconnecter aux racines des autres. Oui, parce que ça a été diabolisé à un moment donné. Il y en a qui disent on va vers la tradition, on vous dit non, c'est diabolique, c'est satanique. Du coup, c'est devenu un repli, à la limite, au niveau de la communauté. Je pense que dans tout, il y a du bon et il y a du mauvais. Donc il faut déconstruire peut-être. Dans tout. Il faut déconstruire un message. Dans cette croyance aux ancêtres, il y a du bon et il y a du mauvais. Dans l'islam, dans le christianisme, il y a du bon et il y a du mauvais. On peut utiliser les règles et les traditions des ancêtres pour faire du bien, comme on peut les utiliser pour faire du mauvais. Comme on peut utiliser le Coran pour faire du bien, comme on peut l'utiliser pour faire du mal. Comme on peut utiliser la Bible pour faire du bien, prier pour des gens, comme on peut utiliser pour faire du mal. Donc en réalité, l'équilibrisme. Non, moi je ne suis pas équilibriste. Oui. J'ai une foi profonde en Dieu. Et je vous dis, j'ai cette conviction que nos ancêtres doivent être honorés. Parce qu'on est fiers d'appartenir à leur lignée. De toute façon, on est déterminé par ce qu'ils ont été, par ce qu'ils ont fait. En même temps que j'ai dit que je suis musulman, donc le Coran, j'essaie de l'apprendre, j'essaie de le maîtriser. Mais il n'y a pas un seul jour que je quitte chez moi sans lire la Bible. Parce que je crois aussi que c'est la parole de Dieu qui y est inscrite. Et d'ailleurs, quand vous lisez le Coran vous renvoie parfois à la Bible, parce que le Coran admet que la Bible est le livre de révélation avec la Torah qui a précédé le Coran. Donc, j'ai pris le temps d'apprendre à avoir une relation correcte avec Dieu. J'ai mes faiblesses, j'ai des défaillances certainement, mais c'est ça ma volonté. Et de ne pas aussi déconnecter des ancêtres, parce que tout le monde a des ancêtres et on ne peut pas, quand les ancêtres s'en vont, on ne peut pas les avoir effacés. D'ailleurs, il y a un poème d'un poète sénégalais, Birago Diop, qui dit « Les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. » Ça, c'est profondément et authentiquement africain. Et le seul appel que moi, je vais lancer, et la seule, du moins une des portées que je vais donner à cette journée du 15 mai, c'est la nécessité d'un retour à nos racines, à nos sources, pour mieux nous reconstruire, pour mieux nous projeter dans l'avenir. Parce que c'est en se maîtrisant soi-même, sa personne, ses origines, qu'on peut avoir confiance en ses capacités et faire du progrès. Logique pour logique, vous lisez la Bible, vous lisez le Coran. Est-ce que vous sacrifiez aussi sur l'autel souvent quand vous allez au village? L'autel, pour moi particulièrement, il n'en est pas. Mais je viens de vous dire que je suis de la famille des chefs de terre. Il y a forcément, des rituels bien sûr, il y a forcément des rituels et quand vous que le chef... Vous sortez votre casquette de musulman, vous mettez de côté, vous tombez dans la tradition. Non. Comment vous faites le mix entre les deux pratiques finalement? Il n'y a pas de mix. Comme je l'ai expliqué, j'ai écouté aussi des commentaires des imams qui ont été invités à la télé et des pasteurs et des prêtres qui ont été invités à la télé et j'ai entendu ce discours qu'il n'y a pas incompatibilité. Dans une certaine mesure, il n'y a pas incompatibilité entre cette relation avec les ancêtres et la relation avec Dieu. Et moi, j'ai expliqué ici que les ancêtres sont des êtres humains qui ont été créés par Dieu. Donc, et nous, et nos ancêtres, nous relevons de Dieu. Quand on a cette conception des choses, il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de négation, il n'y a pas de retour aux ancêtres qui soit une négation de Dieu. Dieu existe. Donc,
Quand il y a le service à rendre en tant que chef de terre, il y a des choses, quand le chef de terre ne fait pas, ça ne fonctionne pas. Vous voulez construire une nouvelle maison, et que ce soit l'administration publique ou pour un particulier, il faut que la terre reçoive un certain nombre de rituels. Et le chef de terre est obligé de faire pour vous donner la paix. Il n'y a pas la pluie qui vient dans le village. Le chef de terre est obligé de procéder à un certain nombre de rituels pour qu'il pleuve. Mais faire pleuvoir par des rituels invoquant les ancêtres, c'est quand même faire du bien. C'est quand même permettre à des personnes de cultiver, de manger, de s'occuper, etc. Donc, je ne vois pas vraiment d'antagonisme. Et puis la pluie, elle vient de Dieu. Quand on invoque les ancêtres, c'est peut-être par un mécanisme de relation aussi avec Dieu qu'on sollicite la pluie et la pluie, elle arrive. Donc, pour moi, il y a une cohérence établie, en tout cas dans mon esprit, entre les ancêtres, l'honneur aux ancêtres, le service aux ancêtres et la foi en Dieu. La foi en Dieu, la tolérance, la solidarité, l'entraide, le partage, en tout cas, c'est ce que toutes les religions disent. Alors, est-ce que vous, professeur Soma, vous comprenez toute la haine qui se manifeste autour de votre personne à la sortie du 15 mai et de la Pentecôte, parce qu'on a vu qu'au lendemain du 15 mai, il y a eu des baptêmes, les gens ont été dans des familles saluées. Toute la haine et toute cette méchanceté autour de votre personne pour avoir pris part aux assises nationales qui ont consacré donc la transition et la prolongation notamment. Honnêtement, là où je suis aujourd'hui, je n'ai pas senti de haine à mon égard. Je n'ai pas senti... Oui, commentaires désobligeants entre autres. Je n'ai pas senti de méchanceté, si on veut peut-être de la méchanceté, mais la haine, non. Ce que j'ai senti des commentaires, des appréciations, des opinions, des uns appréciant, des autres dépréciant la participation aux assises. Je ne vois vraiment aucun problème à cela. Parce que moi, je suis aussi par ailleurs spécialiste des droits de l'homme, donc je défends la liberté d'opinion. Autant je défends la liberté d'opinion pour moi, autant je la défends pour les personnes qui n'ont pas les mêmes opinions que moi, autant je vais la défendre pour les personnes qui ont la même opinion que moi. Donc au sortir des assises, j'étais peut-être la personne la plus commentée de notre pays. Vous vous attendiez à cela? C'est un honneur. Ah oui. C'est un honneur. Donc vous positivez sur ce qui s'est passé, oui. Si dans un pays, quand vous faites quelque chose, tout le monde en parle, il faut remercier Dieu de vous donner ce Torah. C'est un aura. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir ce suivi. Et donc moi, j'en ai tiré que, les gens me suivent, ça interpelle ma responsabilité de toujours continuer à faire les choses correctement. Et je remercie tous ceux qui me suivent, pas seulement qui m'apprécient ou qui me déprécient. Tous ceux qui me suivent et la nation me suit. Et ça me met la pression de faire toujours des choses correctes, de faire les choses correctement. Maintenant, ceux qui ont apprécié, ils ont leurs arguments, parce que bon, aussi j'ai les arguments que je vais donner tout à l'heure. Ceux qui ont déprécié, qu'est-ce qu'ils ont dit? Moi, je me suis fait faire le rapport par mes services de ce qui se dit sur les réseaux sociaux par rapport à cette situation. Alors, ceux qui ont déprécié, on dit, le professeur Soma, nous on pense que c'est un grand constitutionnaliste, c'est un homme politique de valeur, il a de l'intégrité, etc. Et on pense qu'avec ça, il n'aurait pas dû aller. Mais la racine de la critique, c'est quoi? C'est que des gens ont foi en vous. Ceux qui ont critiqué disent qu'ils ont foi en moi, ils ont confiance en moi, ils pensent que je suis correct. Et pour eux, si on est correct, on ne devrait pas aller aux assises. Ça, c'est une opinion. Mais moi, je pars sur la racine. Donc, je pense ça vraiment pour un honneur. Et j'interpelle les gens pour qu'ils voient. Moi, je me suis fixé une ligne de conduite dans ma vie publique, dans ma contribution à cette nation. C'est l'intégrité, c'est la compétence, c'est le patriotisme. J'aime ce pays et je l'ai suffisamment montré en même prétendant à la magistrature suprême pour gouverner ce pays. Si on n'aime pas quelque chose, on n'aime pas un pays, on ne peut pas aller jusqu'à avoir ce niveau de contribution. Donc je remercie les gens d'avoir cette contribution à mon égard, de dire ce qu'ils pensent que j'ai fait qui n'est pas bien, de dire ce qu'ils pensent que j'ai fait qui est bien, parce que ça me permet chaque fois d'ajuster. Je suis quelqu'un de perfectible par humilité. À vous écouter attentivement, une semaine après, vous n'avez aucun remords? Non, honnêtement, d'avoir participé aux assises, je comprends ceux qui ont eu des ressentis, mais vraiment, si c'était encore à faire, je l'aurais fait, même 1000 fois. Pourquoi? Voici ma vision de la situation. Notre pays vit une crise grave, sécuritaire, humanitaire, politique, sociale. On est en cours de transition, et la transition doit finir, la transition en cours doit finir le 1er
1er juillet. Et puis on a une réunion qui est convoquée, qui s'appelle les assises nationales, de venir discuter la situation pour savoir quoi faire sur la situation de la nation. Je suis constitutionnaliste. Le document constitutionnel qui gère la nation va s'épuiser le 1er juillet. Et en tant que constitutionnaliste, comment je peux imaginer ne pas aller trouver la solution constitutionnelle pour que le pays continue de vivre sur des règles constitutionnelles? Rien qu'en tant que constitutionnaliste, je n'aurais pas pu, par principe, refuser d'y aller. Ensuite, je suis politique. Je suis chef de parti politique, chef de regroupement politique, ancien candidat à l'élection présidentielle. M'intéressant donc à la gouvernance de mon pays, la gouvernance de ce pays allait rentrer dans une zone de turbulence à partir du 2 juillet. Dans une zone d'incertitude politique. Et on appelle les gens pour aller savoir quoi faire. Par principe, je n'aurais jamais pu, en tant que politique, refuser d'y aller. Et moi, je suis patriote. Je viens de vous le dire. J'aime ce pays. Le Burkina Faso, c'est une chose précieuse. C'est un pays précieux pour moi. Le pays a des problèmes. Quand on participe aux assises, on évite au pays d'avoir plus de problèmes. Parce que si, imaginez qu'on ne soit pas venu, tout le monde ait observé le mot d'ordre de ne pas aller, et qu'il n'y a pas d'assises, et qu'on arrive le 1er juillet, le 2 juillet, on fait quoi? On se réveille le 2 juillet, là, on fait quoi? Non, mais ceux qui ne sont pas partis disent, ce n'est pas un refus total d'y participer, mais au moins des préalables qui devraient être satisfaits. Là, on est d'accord. Ça dit que sur le principe... Pourquoi vous n'avez pas posé de préalable en allant à ces assises-là? Sur le principe, oui. On est d'accord donc, on devait y aller. Donc, parce que même ceux qui ne sont pas venus, on dit, il n'y a pas de refus de principe. Donc, sur le principe, les assises devaient se tenir parce qu'elles sont fondamentales pour régler un certain nombre de problèmes nationaux. Et maintenant, sur les préférences d'y aller ou de ne pas y aller en raison de conditions préalables. Nous, on a estimé au sein de l'ONA, quand on a reçu la lettre, on a délibéré. La lettre nous dit de nous concerter de la manière qui nous convient. On s'est concerté. J'ai convoqué une réunion, on s'est réunis et on a posé les questions qu'il fallait et on a répondu, on a dit, en tout cas pour le principe, il faut y aller, je pense que tout le monde est d'accord. Est-ce qu'on pose des conditions préalables? Ces conditions préalables seraient nos préférences. La levée de la suspension, c'est politique, c'est partisan, ça ne concerne pas toute la nation, n'est-ce pas? D'autres types de conditions concernent des partis politiques ou des personnalités politiques, pas toute la nation. Mais la question qu'on va aller régler concerne la nation entière. On s'est dit, il y a un intérêt en tant qu'homme politique de voir qu'il y a nécessité de lever la suspension des partis politiques. Nous, ce n'est pas une question qu'on apprécie. Ce n'est pas une mesure qu'on aime, qu'on implore, qu'on invoque, qu'on salue. Mais il y a un intérêt particulier, partisan, politique, à ce que cette mesure soit levée. Mais il y a un intérêt national, patriotique, à aller parler de la situation de la nation. Donc il y a deux intérêts en jeu. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a l'intérêt de la nation et il y a l'intérêt de nous en tant qu'acteurs politiques. Et nous, on a arbitré rapidement en disant que cet intérêt politique doit rester, on doit le défendre, mais il est inférieur à l'intérêt supérieur de notre nation, à l'intérêt supérieur de notre patrie. On a arbitré dans la douleur et nous avons décidé d'aller. Et aujourd'hui, l'analyse est la même. Pour nous, oui. Tant qu'il y aura une opposition entre intérêt national, intérêt de notre nation et intérêt particulier, personnel ou intérêt partisan, politique, l'intérêt national sera toujours supérieur à l'intérêt partisan, même si l'intérêt partisan reste par ailleurs un paradigme à défendre. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas le seul qui est parti? Parce qu'on a vu, il y a eu une liste qui a été publiée. Entre Tahirou Barry n'est pas venu. Qu'est-ce qui vous a donné comme explication pour ne pas être de la partie? Je ne suis pas seul à être parti. La délégation de l'ONA était présente. Est-ce que tout le monde y était? Bon, comme vous me donnez l'information que Tahirou Barry n'était pas venu... Vous étiez dans la salle, vous avez ceux qui n'y étaient pas. Moi, je veux simplement que on regarde que... Enfin, vous aviez l'information autrement, parce que certainement que vous avez des gens dans la salle. Et je peux confirmer qu'il n'est pas finalement venu, même s'il était sur la liste de la délégation de l'ONA. Est-ce un désaveu pour vous, vous qui avez signé le document pour le compte de l'ONA? Non, vous savez, pour l'ONA... je suis président de la conférence des présidents, oui. Mais j'ai conscience que je préside des partis politiques. Je préside des présidents des partis politiques. Donc, les mesures sont prises en concertation avec les gens.
Quand on a reçu la lettre, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai convoqué une concertation. Et dans cette concertation, tous les partis politiques membres de l'ONA étaient. Donc toutes les décisions qu'on a prises, principe de participer, etc., toutes ces décisions ont été prises ensemble. J'ai signé le document donc en tant que président et personne n'a été mis à l'écart de la décision. Maintenant, il a donné ses raisons et je souhaite ne pas vraiment m'étaler sur son cas ici. Il m'a écrit un message pour donner les raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas venir. Malheureusement pour nous, c'était tard de trouver, parce que tout le monde voulait partir aux assises. Hein. Au sein de l'ONA, il n'y avait pas quelqu'un qui ne voulait pas partir. Tout le monde voulait, on a dû arbitrer. J'ai dû vraiment arrêter une liste comme ça parce qu'on avait 5. Donc ça vous désole qu'il ne soit pas là à la dernière minute? Bon, parce que, oui, je suis désolé parce que moi, on se voit un grand respect. Lui et moi, on a vraiment, on s'appelle frère. Et j'étais content qu'il soit. C'est brisé avec notamment cette absence-là. J'étais content qu'il soit sur la liste et on en a parlé. Maintenant, il a évoqué des raisons pour lesquelles il n'a pas souhaité être là. Moi, ce que j'ai déploré, c'est que c'était un peu tard pour que je puisse le remplacer sur la liste. Tout le reste, c'est des choses que on peut comprendre en fraternité. On discute. La classe politique, l'ancienne majorité, l'ancienne opposition ne sont pas partis finalement aux travaux et vous retrouvez pratiquement seul comme représentant politique. N'est-ce pas là une trahison des autres? Non, d'abord, je vous ai dit que je n'étais pas seul en tant que personne et l'ONA n'était pas seul en tant que regroupement. Dans la classe politique aujourd'hui, en tout cas conformément à la charte de la transition, la classe politique est regroupée en 4 blocs. Et APMP, CEFOP, ONA et autres partis politiques. Les 4 blocs ont reçu invitation. L'ONA a participé, autres partis politiques a participé en tant que bloc. Et le CEFOP et l'ex-APMP n'ont pas participé en tant que bloc. Ça, c'est une première clarification. Deuxièmement, est-ce qu'on peut vraiment parler de trahison? Enfin, j'imagine qu'on parle de... Non, j'imagine... Est-ce que vous parlez ou vous ne parlez pas? Non, j'imagine qu'on parle de trahison quand vous avez arrêté quelque chose avec quelqu'un et que vous vous comportez d'une manière qui est contraire à ce que vous avez arrêté. Là, ce serait une trahison. Mais on n'a pas arrêté quelque chose ensemble. Au contraire, moi prenant ma responsabilité et mon leadership politique, j'avais invité les responsables de ces 2 blocs au moins 1 mois avant les assises pour qu'on se concerte, pour savoir quoi faire dans la classe politique au regard de l'intérêt, de nos intérêts partisans et de l'intérêt de la nation. Je n'ai pas eu de réaction. Personne. Donc, vous les avez appelés ou vous avez écrit? J'ai fait le message. Oui. Donc, on a interagi. Hein. Oui. On a interagi, mais ils m'ont expliqué les raisons pour lesquelles cette concertation était un peu délicate parce qu'eux ont subi des choses, des interpellations de la part du gouvernement. Moi, je comprends ça parfaitement. Moi, je n'en ai pas suivi de la part du gouvernement. Moi, je comprends ça. Donc, vous êtes aujourd'hui, l'acteur politique qui s'inscrit dans l'accompagnement, sans condition. Je ne suis pas en train, je ne vais jamais blâmer les blocs politiques ou les responsables politiques qui ne sont pas venus parce que je comprends ce qu'ils m'ont expliqué. Je comprends ça parfaitement. Et d'ailleurs, je respecte l'opinion. Parce que quand on est assez responsable, quand on est assez mûr, on comprend avec sagesse la position des gens. On peut ne pas être d'accord, mais on comprend. Ils m'ont expliqué et ils ont expliqué pourquoi ils ne sont pas venus. Moi, je comprends et je n'ai pas à juger ça. J'ai mon opinion là-dessus, mais ce n'est pas ça l'important. Je comprends leur opinion. Maintenant, est-ce que j'accompagne... Moi, ce que j'accompagne le Burkina Faso. Ce pays-là, je ne le lâcherai jamais. Et il n'y a pas une seule personne qui peut me faire détester le Burkina Faso. Ce n'est pas possible. C'est mon pays. Donc, à chaque fois qu'il y aura un intérêt du Burkina Faso quelque part, contre quelque chose, c'est cet intérêt du Burkina Faso qui, pour moi, sera privilégié. Le communiqué numéro 3 du 30 septembre 2022 dit clairement on suspend les activités des partis politiques et quand on a besoin de vous, on vous dit de venir aux travaux et vous partez finalement. Est-ce que ce n'est pas ridicule? D'abord, pour le communiqué numéro 3, il faut que je le dise. Je suis constitutionnaliste. Donc, de ce point de vue, juridiquement, j'ai un problème avec ce communiqué. Mais vous ne l'avez jamais contesté publiquement. Mais si, vous ne me suivez pas. Vous ne me suivez pas. Je suis dans ce pays-là. En fait, moi, j'ai fait un choix de leadership politique. J'ai fait le choix de l'intégrité. Je le proclame depuis mon entrée en politique en 2019 avec la création de mon parti. J'ai fait le choix de l'intégrité, j'ai fait le choix de la clarté, mais j'ai fait le choix du patriotisme. Donc, cette question, je l'ai abordée, j'ai donné mon opinion. Ce n'est pas nouveau aujourd'hui. Les gens savent que du point de vue
de l'analyse constitutionnelle honnête, intègre, on ne peut pas valider cette mesure. Ça, c'est du chip politique. Du point de vue de l'analyse politique, on ne peut pas valider cette mesure. Je suis chef de parti politique, je ne peux pas applaudir une mesure qui suspend les activités politiques. Ce n'est pas possible. Mais je suis burkinabé, patriote. Donc, comme je l'ai expliqué, s'il y avait un intérêt inférieur à l'intérêt des politiques, j'allais prendre position pour l'intérêt des politiques. Mais l'intérêt qui était en jeu, c'est un intérêt supérieur à l'intérêt politique. C'est-à-dire, c'est un intérêt national. Et comme je vous ai expliqué les enjeux, à supposer que le professeur Soma n'était pas aux assises, ni l'ONA, ni personne. On n'a pas d'assises. On arrive le 1er juillet, on dort, on se réveille le 2 juillet. On fait quoi? La charte qui est en vigueur a expiré. On n'a plus aucun mécanisme pour continuer. C'est du désordre. Est-ce que moi, je peux assumer un désordre pour le Burkina Faso tant que je peux l'éviter? Par ma compétence, je vais éviter le désordre dans des pays à l'extérieur. On m'appelle pour régler des problèmes constitutionnels, régler des problèmes politiques. Et chez moi, quand le problème se pose, il faut que je me batte pour des questions d'intérêt partisans ou personnels pour ne pas y aller. Je n'ai pas cet esprit. J'ai l'esprit patriotique, j'ai l'esprit d'accompagner mon pays, j'ai l'esprit d'arbitrer, j'ai la responsabilité d'arbitrer chaque fois entre les intérêts qui sont en jeu et prier Dieu de m'inspirer toujours la bonne décision. Je peux faire des erreurs, mais mon esprit est toujours bon. En allant donc aux assises, sans préalable, est-ce que vous n'avez pas contribué finalement à quelque chose dont les dés étaient déjà jetés? Si on avait pensé que les dés étaient jetés, certainement on aurait décidé autrement. Mais voilà comment les choses se sont passées. On a été mis vraiment dans une situation. Et ceux qui sont honnêtes savent que quand j'ai pris la parole en public, dans la salle, okay, j'ai dit l'organisation des assises est critiquable. On aurait pu mieux faire pour mettre les gens à l'aise. J'ai dit ça. Les gens peuvent dire c'est du courage. Les gens diront c'est de l'honnêteté. C'est de la sincérité. C'est critiquable. Mais nous sommes là en raison de notre volonté de contribuer à la résolution de grandes questions nationales qui se posent à notre pays. La raison de l'ONA dans la salle était ça, et je l'ai expliqué là-bas en public, tout en mentionnant que l'organisation est critiquable. Et du point de vue de l'organisation, nous n'avons pas reçu de TDR avant. C'est-à-dire que les questions qui allaient être réglées, on ne les avait pas répertoriées et communiquées aux gens. En tant que constitutionnaliste, est-ce que vous trouvez normal d'aller participer à des travaux dont vous ne connaissez ni les tenants et les aboutissants? Non. Le constitutionnaliste s'occupe de la Constitution. Et la Constitution, c'est la charte de la transition et la Constitution du 2 juin. Et ces instruments étaient en danger. La charte de la transition, sur le plan constitutionnel, le Burkina Faso était en danger. Si on n'avait pas les assises, on allait ajouter une crise constitutionnelle à la crise institutionnelle, humanitaire, sécuritaire qui sont déjà là. Mais donc, JE, c'est dans combien? C'est encore plusieurs semaines. Est-ce qu'il y avait une urgence absolue à tenir les assises en mai, même si l'Assemblée avait donné 1 mois aux autorités pour les organiser? Si on avait fait les assises en début juin, ça ne nous aurait pas posé de problème. Donc il n'y a vraiment aucun problème à cet égard. On a dit seulement que... Ça aurait pu donner le temps qu'on vous amène, qu'on vous envoie les TDR pour faire des amendements, savoir de quoi il sera question au niveau des travaux. Je n'ai pas compris que c'est à défaut de temps que le gouvernement n'a pas communiqué les TDR. J'ai compris que le gouvernement a choisi de ne pas communiquer les TDR avant. C'est quelque chose qu'on peut critiquer, mais c'est une vision de la situation. Donc vous avez été embarqué dans quelque chose dont vous n'avez vraiment pas connaissance du contenu. Nous, allant participer aux assises, nous ne sommes pas allés au hasard. L'ONA est vraiment composé de partis républicains, patriotes, vraiment des leaders intelligents. Nous avons dit, nous n'avons pas de TDR pour l'instant. On ne peut pas contraindre le gouvernement à nous donner les TDR. Les assises sont programmées, nous allons y aller. Qu'est-ce qu'on fait? Nous connaissons la situation du pays. On a des constitutionnalistes parmi nous. On a des sociologues. Nous connaissons les problèmes qui se posent à notre nation. Donc nous avons posé un certain nombre de questions et nous avons donné la position de l'ONA par rapport à ces questions que nous avons consignées dans un document d'orientation, un document de cadrage de la participation de l'ONA aux assises. Et lorsque nous sommes arrivés,
Pour nous, on allait avoir le temps d'exposer ce document. C'est vrai que c'est un document de 3 pages. On n'a jamais imaginé pouvoir l'exposer in extenso. Mais là-bas, nous avons pris la parole pour dire les questions, par rapport aux questions qui se posent, nous avons nos opinions. Et comme on n'a pas le temps de les exprimer, c'est une grande réunion, nous allons transmettre ce document au comité d'organisation. Et effectivement, le document intitulé « Document de cadrage de la participation de la délégation de l'ONA aux assises nationales » a été transmis au comité d'organisation. Donc un document de 3 pages. Vous dites, il y a 3 pages, vous n'avez pas eu le temps de l'exposer devant la salle. Mais il y a plusieurs composantes. Moi, ça ne me fait pas du tout un problème. Oui. Non, ça ne me fait pas du tout un problème de n'avoir pas le temps de... C'est une réunion nationale avec plusieurs composantes. Il ne faut pas qu'on se croie être le nombril du Burkina Faso ou le centre du monde. Il faut avoir de l'humilité. Nous partons à une réunion. La façon dont la réunion se passe, c'est la façon dont le groupe a décidé. Les organisateurs vous ont imposé un agenda et vous avez subi l'agenda des organisateurs. Les organisateurs ont proposé un agenda. Oui. Cet agenda a été adopté sur place. Quand vous êtes arrivé dans la salle, d'abord on nous disait que c'était des assises qui devaient se tenir sur 48 heures. Et ça a été bouclé en 8 heures finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on vous a dit pour amener les assises en une journée? Vraiment, moi je pense que sur les questions d'organisation, vous avez aussi les adresses des organisateurs. Non, mais je ne veux pas, non, franchement, je ne veux pas répondre à la place des organisateurs parce que je ne suis pas dans leur esprit. Pourquoi programmer 48 heures, faire 24 heures, ça, je n'en sais pas. Donc vous, ça ne vous dérange pas? Moi, ça ne vous dérange pas? Ça ne me dérange pas à partir du moment où nous, on a eu l'espace de parler et de communiquer le document sur nos positions. Nous, c'était l'essentiel. On a des problèmes à régler. Nous sommes partis avec nos opinions. On les a communiquées. La réunion s'est tenue. Il y a eu des conclusions où je n'ai aucun problème avec la manière, enfin, le principe que ça se soit passé. J'ai aucun problème avec. Donc aujourd'hui, est-ce que l'ONA a participé aux assises? Oui. Est-ce que l'ONA a contribué aux assises? Oui. Pourquoi l'ONA a contribué aux assises? Pour l'intérêt de la nation, moi ça me suffit. Le reste, nous allons suivre. Alors, parlant justement des assises, est-ce que la parole était libérée dans la salle? Chacun pouvait dire ce qu'il voulait? En tout cas, quand on a donné la parole, j'étais dans la salle, on a donné la parole aux gens, on n'a pas cadré et dans tel sens il faut parler, dans tel sens il faut parler. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai pu dire ce que nous avons arrêté de dire. Et parmi ce que j'ai dit, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit que l'organisation est critiquable. Donc si on n'a pas une sincérité, on ne peut pas dire ça. Il faut que les gens se rendent compte que... Et moi, je me suis rendu compte que les gens le savent. Je suis une personne de valeur. Je suis attaché à certaines valeurs qui peuvent construire cette nation. Le patriotisme, l'intégrité, la sincérité, la compétence. Je suis attaché à ces valeurs. On a dit ça et on a donné notre contribution. Et puis, notre participation a été hautement appréciée au niveau de la salle. Parce que nous, on a fait des contributions écrites et techniques. Alors, revenons donc sur le contenu même de ces assises. Est-ce qu'à l'ouverture, après la cérémonie d'ouverture que tout le monde a pu voir, on vous a fait le bilan de cette transition qui s'achève? Oui, dès la fin de la cérémonie d'ouverture et la reprise des travaux, il y a un bilan, il y a un bilan qui a été fait. Il a été fait sous forme de projection de film. Et le film, j'ai cru lire en bas, il est intitulé Bilan de la transition. Donc on a projeté le film aux participants. Tous ceux qui étaient là ont pu suivre ce film et qui montre un peu les réalisations de la transition, les chantiers qui restent, je pense. Est-ce que ce film-là, justement, a parlé des enlèvements, des réquisitions? Non. En tout cas, je l'ai suivi de bout en bout. On n'en a pas parlé dans le film. Est-ce que vous avez parlé de ça justement dans la salle? Les questions qui étaient posées n'étaient pas en rapport avec ça, mais nous, notre opinion, nous avons notre opinion. Et sachez qu'il n'y a pas une question aujourd'hui. Je parle. Je réponds à vos questions, bien sûr. Il n'y a pas une question aujourd'hui qui intéresse le Burkina Faso à laquelle je ne peux pas répondre. J'ai fait le vœu de l'honnêteté, de la sincérité. Donc, les enlèvements, ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprécier. Ce n'est pas possible. Si c'est ça que vous voulez que je dise, je vais le dire de la manière la plus justifiée. J'ai une opinion claire là-dessus. Je ne peux pas... Il n'y a pas une question que je peux fuir. Ça n'existe pas. L'enlèvement, en tant qu'enlèvement, si vous prenez sa définition, c'est quelque chose de négatif. Séquestration, en tant que séquestration, si vous prenez le mot dans notre code pénal, c'est quelque chose de négatif. Donc pourquoi, en tant que juriste, je vais apprécier les choses négatives? Ce n'est pas possible. N'attendez pas ça de moi. Je suis assez honnête pour dire que si on soupçonne quelqu'un de faire quelque chose contre notre pays,
on a les dispositions juridiques de la Constitution jusqu'au code pénal, au code de procédure pénale, pour faire ce qu'on veut de cette personne, pour clarifier la situation. Moi, je suis plutôt disposé à cette démarche. Donc, n'attendez pas de moi d'apprécier les choses. Est-ce que vous en avez parlé dans la salle devant tout le monde? Non, ce n'était pas la question. Parce que si c'est une question qui se pose, vous opinez par rapport à cette question. Vous partez pour régler des problèmes. On peut, mais ça fait partie de la gouvernance. Est-ce que ça ne fait pas partie du bilan de la transition actuelle? Mais je vous ai dit quoi? Oui. Je vous ai dit qu'il y a un film qui a été projeté sur le bilan. Le film a choisi de mettre évidemment en valeur les réalisations. Mais bien sûr. Ce qui n'est pas forcément mauvais dans le fond. Ce qui n'est pas mauvais. Mais les côtés critiquables aussi, est-ce qu'on ne devrait pas en parler au cours des assises? Si vous dites on devrait en parler, bien sûr. Mais je pense que tout le monde est dans le pays et tout le monde voit ce qui se passe. Seulement, vous trouverez rarement d'honnêteté, comme je le fais, pour le dire, avec toute la neutralité, la scientificité qu'il faut. Mais moi, je l'ai dit. Donc, tout ce qui il n'y a personne de parfait. Les autorités nationales actuelles, y comprises, personne n'est parfait. La gouvernance actuelle, y comprise. Nul n'est parfait. Donc, il y a des choses qui sont en train d'être faites dans ce pays dont on ne peut pas contester que ces choses-là sont bonnes. Il y a des choses qui se passent dans ce pays dont on ne peut pas contester que ces choses sont mauvaises. La lutte politique et la responsabilité politique et sociale, c'est quoi? C'est de saisir les occasions de contribution pour interpeller. Pour que ce qui doit être encouragé sur ce qui est bien et raisonné, interpeller sur ce qui est mauvais. C'est ça notre responsabilité. Alors, après la diffusion du film, est-ce que les débats ont été ouverts sur la lutte contre l'insécurité, le contrôle du territoire? Est-ce qu'on vous a donné des pourcentages, les perspectives de la lutte contre le terrorisme au Burkina? Oui, j'ai cru voir dans le film 64%. Je peux me tromper, mais j'ai 64%. Oui, j'ai cru voir dans le film 64%. Et comme le bilan de la transition, c'était un point, et ils ont dit que ce point, c'est le film. Quand on a fini, on est passé à l'autre point, et c'était le point de la prise des paroles des délégués au niveau des assises. Et nous, on a pris parole et on a dit, voici, on pense qu'il y a des choses critiquables, nous ne participons pour telle raison, voici nos opinions, voici nos propositions. Voilà. Continuons donc les échanges. Après les recommandations, on les a vues tous. 5 ans donc de plus pour la transition actuellement. On change même d'appellation pour ce qui est du chef de l'État. Il devient président du Faso au lieu de président de la transition. Vous êtes constitutionnaliste, on dit, pour être appelé président du Faso, il faut être élu. Comment vous, constitutionnaliste, vous pouvez aller valider un tel document? Sur ce point précis, de président de la transition au président du Faso, vous l'avez validé ou vous avez contesté publiquement cette appellation? Là, on avait un temps de parole. Et il faut respecter l'organisation des choses. Il faut respecter ce peuple. Si on vous donne 3 minutes de parler, et c'est ce qui a été fait, on a parlé, on a épuisé nos 3 minutes. Si vous, ils avaient encore... Il n'y avait pas de possibilité de revenir prendre la parole? Voilà, donc, on a eu... Parce qu'il y avait beaucoup de composantes. Vous avez la liste des composantes. Il faut quand même avoir la raison et l'humilité de savoir qu'une organisation nationale, il y a un cadrage qu'il faut accepter. Ce que je peux vous dire, et qui est public consultable, c'est la proposition initiale qui avait été faite, c'était 42 mois. C'est-à-dire le comité d'organisation est arrivé avec 42 mois dans un document qui a été diffusé. Donc chacun peut constater ça. Au sortir, il y a eu 5 ans. Il y avait des propositions moins. Il y avait des propositions beaucoup plus. Mais tout ça, il faut savoir que c'est la richesse de notre nation. Plusieurs propositions sur un même objet, il y a forcément des discussions, il y a échange et puis il y a décision. Donc ici, je ne crois pas que l'important soit de dire, moi j'avais proposé moins, j'avais proposé beaucoup plus. Il y en a qui avaient 40 ans comme proposition, d'autres avaient 10 ans, d'autres avaient 7 ans, d'autres avaient 5 ans, d'autres avaient 3 ans et demi, d'autres avaient 1 an. Donc, de l'ensemble de ces propositions, et moi je ne peux pas vous dire l'origine de toutes ces propositions, mais ces propositions étaient là. Oui, okay. Et c'est l'ensemble de ces propositions que sont sorties les 5 ans. Ok, pourquoi les participants ont opté pour 5 ans finalement? Expliquez-nous pourquoi, parce que l'opinion veut le comprendre. Pourquoi vous avez choisi 5 ans? Je ne peux pas rentrer dans l'esprit de chaque participant pour le dire. Je serais malhonnête. Donc, il n'y a pas de motivation. Moi je peux vous dire, pour ce qui me concerne. Oui. Je peux parler pour ce qui me concerne. Okay. Mais comment vous pouvez me poser la question de dire pourquoi les participants? Les participants sont venus avec leurs référents, leurs idées, leurs opinions.
Je n'ai pas de contrôle sur ça. Donc, quand on a dit 5 ans, il n'y a aucune explication qui a été fournie aux participants. Non, c'était une des propositions. C'est un arbitrage. Comme quelqu'un qui a dit 40 ans. Et qui devait trancher en fin de compte? Mais les assises. Donc, vous avez voté ou comment ça s'est passé pour trancher sur les 5 ans? Les 5 ans sont venus d'un arbitrage. Parce que quand on a lu même le document à 3 ans et demi, il y en a qui ont dit que ce n'est pas possible de faire ainsi parce que ça ne permet pas, etc. Il y en a qui ont dit que ce n'est pas possible parce que c'est trop long. Il y en a qui ont dit que ce n'est pas possible parce que c'est trop court. Et c'est de l'ensemble de ces arbitrages que sont sortis les 5 ans. Moi, je ne peux pas rentrer dans des détails pour vous dire tel monsieur a fait telle déclaration, ce n'est pas ma responsabilité. Mais vous avez l'ensemble des acteurs, les forces vives qui ont participé, vous pouvez avoir la liste et puis convoquer sur votre plateau chacun pour qu'il partage avec vous. Moi, ce que je peux vous dire, je veux qu'on s'en tienne à ce que nous, on pense. La proposition n'est pas celle qui a été validée. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons assez de responsabilités et assez d'humilité pour dire que cette proposition n'était que notre proposition et que ce qui a été validé est la validation des assises nationales. Voilà. Donc nous n'avons pas de problème avec ce qui a été validé, même si notre opinion était autre. C'était une opinion de contribution. Si on nous avait dit, on va prendre l'opinion de l'ONA, on sait la durée qu'on aurait eue. Mais les débats ont été autres. Et les 5 ans, comme je vous l'ai dit, c'est comme une synthèse. Il y en a qui étaient à 40 ans, d'autres étaient à 10 ans, d'autres étaient moins. J'ai vu des propositions qui étaient moins que la nôtre. Donc, d'une discussion nationale, j'ai eu une synthèse des opinions qui étaient là. Vous voyez, si peut-être d'autres opinions étaient là pour ajouter, peut-être que ça allait faire basculer la balance à un autre point de vue. Est-ce que la pression qu'il y avait autour de la salle a eu un impact sur la délibération finale? Et je crois que je peux le dire ainsi, parce que les organisateurs eux-mêmes avaient une proposition beaucoup moins que 5 ans. Ils l'ont précisé dans un document, je pense que tout le monde sait. C'est 42 mois, c'est 3 ans et demi. Voilà. Mais je crois que quand cette proposition a été diffusée, il y a eu des réactions virulentes contre. Parce que je pense qu'il y avait une grosse majorité qui s'attendait à au moins 10 ans. Donc les gens ont dit, bon, chacun essayait de faire valoir son point de vue. Les gens ont dit, bon, il faut les 10 ans ou rien. Et c'était des négociations, des tractations. Ce sont des assises. Donc vous voyez, même ceux qui étaient sur 10 ans, qui étaient dehors, ils n'ont pas eu leur durée. Et ils font avec. Est-ce que vous avez eu peur à un moment donné que la salle ne soit envahie? Bon, personnellement pas. Oui. Personnellement pas. Je ne sais pas quel était le sentiment de chacun. Moi, je n'ai jamais eu peur lorsque j'étais là-bas. Allons donc rapidement sur les autres points qui ont été abordés. Augmentation du nombre de députés et de ministres a été lu donc dans les recommandations qui ont été lues par le colonel Moussa Diallo. Les Burkinabés s'interrogent, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en arriver là? Non, il ne faut pas que nous envoyions les Burkinabés dans le décor. Moi, je suis juriste. Et j'ai relu la charte de la transition modifiée avant de venir ce matin. Le nombre de députés n'a pas changé. C'est l'article 15 de la charte modifiée, c'est toujours 71. Le nombre de ministères n'a pas changé. C'est toujours maximum 25. Voilà. Donc, c'est ce qui est écrit dans la charte modifiée, c'est ce qui est le droit. Et c'est ce qui a été signé. C'est ce qui a été signé par le président du Faso. Maintenant, il y avait des opinions. Nous, par exemple, on n'avait pas émis d'opinion sur ce sujet. Nombre de députés, on n'avait pas émis d'opinion. Mais il y avait des opinions tendant à ce que le nombre de ministres soit plus que 25 et que le nombre de députés soit augmenté. Et le comité d'organisation a dit, comme pour ce qui nous concerne, ceux qui ont des contributions, des recommandations, vous pouvez les reverser au niveau du comité d'organisation. Et je pense que les acteurs concernés ont reversé leurs propositions à cet égard et ce sont ces recommandations qui ont été lues. Mais la lecture n'a pas intégré ces recommandations dans la charte modifiée que tout le monde peut lire aujourd'hui, que le nombre de députés est toujours de 71 et le nombre de ministères est resté toujours à 25. Il y a une nouvelle structure aussi qui est censée voir le jour, CORAG. Est-ce qu'on vous a expliqué de quoi il s'agit? Oui, nous on a cherché. Quand on a lu le document, c'était CORAG. Bon, on s'est dit, est-ce que c'est un sigle, c'est le nom de quelque chose? Bon, j'ai essayé de voir est-ce qu'il y avait une page de définition. Il n'y en avait pas. Donc au départ, on ne savait pas. Mais quand on a lu dedans, on a dit que c'est un organe d'orientation stratégique, en quelque sorte. Donc j'ai commencé à comprendre de quoi il devait s'agir.
Et donc, on a expliqué que c'est un organe qui doit fixer les grandes orientations stratégiques du Burkina Faso, indépendamment des variations partisanes, politiques. Est-ce que c'est un peu à l'image du COST, le comité d'orientation et de suivi de la transition sous Damiba? Je crois que ça rappelle ça. Ça rappelle le COST. Peut-être que c'est une survivance du COST, mais on attend de voir le contenu qu'il va donner. Parce que pour moi, nous, on avait proposé un 4e organe. Vous voyez, sur ce plan, les assises ont rejoint sans qu'on ait communiqué avant. Sans qu'on ait communiqué avant, parce que notre document a été donné pendant que la charte modifiée était déjà disponible. Donc, il y a eu coïncidence en idée. On avait proposé un 4e organe de transition, à part le président, le gouvernement et l'Assemblée, un organe qui serait chargé de fixer les orientations de refondation. Qu'est-ce que le Burkina Faso doit être? Et qu'est-ce qui est fondamental à conserver au Burkina Faso? Nous, on a fait cette proposition. Voilà qu'on se réjouit qu'il y a le CORAG, dont on n'a pas encore le contenu, dont une partie du contenu peut être ce qu'on a proposé. Nous, on s'en félicite, mais on n'est pas en train de chanter sur l'ensemble des plateaux que c'est nous qui avons proposé ça. Voilà. Est-ce que pour les perspectives, dans les 5 ans à venir, vous allez être véritablement là pour tout le temps interpeller le président sur des dérives éventuelles de sa gouvernance par rapport aux validations des assises? C'est pourquoi moi je peux rassurer le peuple burkinabé. Oui. C'est de lui dire d'abord, je suis un homme, avec ses défauts, ses faiblesses. Mais en tant qu'homme, pour ce pays, j'ai fait ce vœu de l'intégrité, de la compétence. Je me cultive tous les jours. Et donc, s'il y a quelque chose qui touche l'intérêt de ce pays, je parlerai. Et je l'ai démontré par le passé. Vous avez vu, on a fait la révision constitutionnelle. J'étais le seul à en avoir parlé. On a fait le retrait de la CEDEAO. J'étais le seul à en avoir parlé. Parce que ce sont des choses qui rentrent dans mon domaine. La situation sécuritaire, je ne peux qu'avoir des informations de mes bases politiques qui sont dans les localités. Je ne suis pas spécialiste de la sécurité. C'est pourquoi je n'en parle pas beaucoup. Parce que quand je parle de quelque chose que je ne connais pas, je peux me tromper. Et j'ai pour moralité de ne même pas m'occuper de quelque chose que je ne connais pas. Donc, les grandes questions, pour ceux qui me suivent, j'ai parlé. Et j'ai donné mon opinion en m'appuyant toujours sur les dispositions juridiques, l'expérience de notre pays, ce qui peut être bien pour notre pays. Parce que c'est ce que finalement chacun de nous doit rechercher. Le bien de ce pays, sa sécurité, sa stabilité, sa prospérité. Donc pour les 5 ans à venir, on peut s'attendre à ce que vous interpellez souvent le président sur un certain nombre de faits liés à l'actualité. Si ça rentre dans mes compétences, eh bien compétence, je vais encore informer une fois de plus les Burkinabés. Les questions de droits de l'homme, je suis spécialiste des droits de l'homme. Les questions de constitution, je fais partie des meilleurs, comme j'ai fait, c'est une citation. Les questions de droit international, c'est-à-dire politique internationale, relations internationales, diplomatie, ça, je suis professeur de droit international dans notre université Thomas Sankara. Ça, ce sont les questions que je connais. Maintenant, avec la haute expérience politique que j'ai, je peux faire des contributions à cet égard. Donc, sur ces 4 points, on peut attendre que je veille au grain, que je fasse des contributions, des interpellations s'il y a lieu, je fasse des concertations s'il y a lieu. Professeur Abdoulaye Soma, on s'achemine vers la fin de cette émission. Est-ce qu'au cours des travaux, on n'en a pas entendu parler publiquement, la question de la réconciliation et de la cohésion sociale, ces 2 questions ont-elles été abordées? Pas vraiment. Est-ce que ça vous désole qu'on n'ait pas parlé de ces questions? Moi, je pense, et c'est une conviction faite depuis dans mon programme politique de 2020, qu'il nous faut avoir un schéma de réconciliation. Peut-être pas les schémas classiques de réconciliation que nous connaissons ou que nous avons connus dans ce pays, qui ont parfois montré leurs limites en termes d'intégrité. La journée du pardon, ça n'a pas donné le pardon. Donc, moi j'ai proposé un schéma dans mon programme politique que si j'ai l'occasion, vraiment si j'ai l'occasion, j'appliquerai ce programme de réconciliation nationale et de cohésion sociale, parce que je pense que le Burkina Faso a besoin de ce point, de cette catharsis, qu'on vide les choses et qu'on regarde dans la même direction vers un avenir commun, prospère. Donc je ne sais pas comment les autorités vont manœuvrer avec, mais si on avait la possibilité d'avoir un programme de réconciliation, vraiment ça pourrait aider. Mais ce programme de réconciliation ne doit pas être une réconciliation imposée, mais une réconciliation concertée. Il faut que les gens soient d'accord d'aller en réconciliation, oui, avec le format de réconciliation et les conclusions, pour qu'on puisse s'y engager. Et quand on aura fini ça, vous verrez, le Burkina Faso va s'alléger. Et on va être propulsé vers devant. Parce qu'actuellement, on est lourd. On est lourd parce qu'il y a trop de tensions.
Il y a trop de haine, il y a trop de méchanceté, il y a trop de mauvaises paroles dans le pays. Il faut qu'on arrête ça. Est-ce qu'il n'appartient pas à l'autorité aussi de travailler à baisser un peu la tension sociale? Je pense. Moi, je pense vraiment que le président pourrait avoir cette orientation au-delà de la question sécuritaire. Et je pense, quand moi j'ai abordé la question de la réconciliation et de la cohésion sociale dans mon programme politique, je l'ai connecté avec la question sécuritaire. Parce que ce sont des problèmes que s'ils ne sont pas réglés, ils peuvent contribuer à alimenter la crise sécuritaire et la crise humanitaire. Donc, dans la droite ligne de l'amélioration de la situation sécuritaire de notre pays, de la situation humanitaire de notre pays, il faut avoir cette idée de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Parce que je pense qu'il faut utiliser deux armes pour la lutte contre l'insécurité. Il y a l'arme militaire. Il faut réagir parce qu'il y a des attaques, il faut réagir par l'arme. Voilà. Mais il y a l'arme sociale, d'apaisement des cœurs, d'apaisement des esprits. Et ça, c'est ce programme de réconciliation nationale et de cohésion sociale que j'avais proposé qui peut le faire. Et il faut que les deux armes aillent ensemble pour finir avec l'objectif. Est-ce que sur le plan de la gouvernance, si vous aviez le président Traoré en face de vous, s'il y a 2 points sur lesquels vous souhaitez qu'il lasse du lest, ça va être quoi et quoi selon vous? Pour moi, l'inclusion. L'inclusion. Du point de vue du droit constitutionnel et du patriotisme, une transition, c'est une phase de parenthèse dans le fonctionnement d'un pays. Et cette parenthèse peut nous permettre de régler beaucoup de problèmes nationaux. Et pour régler beaucoup de problèmes nationaux avec confiance, avec durabilité, il faut que les gens soient associés. Il faut avoir quelque chose, une gouvernance qui appelle les gens, qui associe les forces vives de la nation. Si on a cette gouvernance, d'abord on gagnera en stabilité, en baisse des tensions nationales, et on gagnera en efficacité dans les réformes, et alors on gagnera en durabilité. Parce que si les gens sont associés à des réformes qui vont être faites, quel que soit celui qui vient après, dans tel poste de ministre, tel poste de président, tel poste de autre, chacun comprend les réformes et chacun va rentrer dans la ligne des réformes. Mais si les gens ne sont pas associés aux réformes, évidemment celui qui arrive, il ne comprend pas. Il est obligé de refaire. Et en réalité, le Burkina Faso, on est dans cette réflexion, on est dans ce recommencement depuis longtemps et on n'avance pas. Donc, première des choses, vraiment asseoir une gouvernance inclusive. Deuxième chose. Deuxième chose, il faut des réformes. Vraiment, le mot refondation est quelque chose qui m'a fait adhérer à la transition et siéger à l'Assemblée. Je l'ai expliqué ici. Le mot réforme, refondation. Le Burkina Faso a besoin de réforme. Tout ce qu'on dit, il faut faire nos racines, il faut faire ce qui nous convient, il faut faire ceci. En fait, tout ça, ça doit être porté par des réformes constitutionnelles, des réformes législatives, des réformes institutionnelles, des réformes administratives. Voilà qui est suffisamment clair, on est pratiquement en fin d'émission, mais je m'en voudrais. Et ça, je me mets à la place des citoyens ou encore de ce qui se dit dans l'opinion. Tout porte à croire tout ce que les gens disent. Il faut récompenser désormais le professeur Ablaye Souma. Il y en a qui disent le président pourrait vous nommer ministre ou encore premier ministre. Est-ce qu'il y a des approches déjà dans ce sens-là? Et si on vous appelait, vous allez partir dans le gouvernement? Moi, comme je l'ai déjà dit, en tout cas pour l'instant, je n'ai pas, j'ai rien, mais je vous l'ai déjà dit. Ma contribution dans ce pays est pour moi quelque chose d'obligatoire. Je dois beaucoup à ce pays, j'aime beaucoup ce pays. Et si je dois contribuer quelque part dans ce pays pour que le pays se porte mieux, comptez sur moi pour ne pas refuser. D'accord. Voilà qui est bien clair et certainement vous attendez un coup de fil de Koulouba. C'est Koulouba qui décide. De toute façon, dans l'architecture institutionnelle de notre pays, la Constitution dit, et la Charte de la transition dit, c'est le président qui nomme, et le Premier ministre, et les ministres. Depuis la fin des assises, on ne vous a pas encore appelé? Vraiment, je ne souhaiterais pas qu'on insiste sur cette question, parce que ça ne dépend pas de moi. Il y a quelqu'un qui gère ce pays. Moi, je n'ai pas été appelé. Ah, voilà, c'est clair. Je n'ai pas été appelé, il y a quelqu'un qui gère le pays et il y a cette personne qui oriente les choses. La personne verra les meilleures personnes à solliciter pour tel ou tel poste et puis les personnes qui seront sollicitées aviseront. Parmi lesquelles Ablaye Souma éventuellement qui va accepter sans doute. Je suis fils de ce pays et j'ai l'obligation de participer à la construction de ce pays.
On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous, professeur Soma. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Ismaël, pour la courtoisie. C'est gentil, merci beaucoup. Ainsi prend fin donc le rendez-vous de ce jour. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. On se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.